Nous sommes de retour pour la suite de l'émission. On est toujours à Bamako, au Mali, désigné médiateur dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako. Le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré, c'était le 28 juillet dernier, les délégations de haut niveau de la Côte d'Ivoire et du Mali. La volonté du chef de l'État togolais est d'aller vite pour un dénouement heureux de la situation. Ben, les positions tranchées de Bamako et d'Abidjan risquent de prolonger les discussions. On va étudier donc avec nos chers invités les conditions posées par Bamako pour libérer les 49 militaires ou les 49 mercenaires. Ça dépend. Première condition, les excuses publiques de la Côte d'Ivoire. Germain Pouli. Ouais, première condition, ils attendent des autorités ivoiriennes d'exprimer leurs regrets pour n'avoir pas respecté un certain nombre de conditions, notamment le cadre légal, le fait de concerter les autorités maliennes avant donc l'envoi de ces 49 militaires, ce que la délégation ivoirienne, conduite justement par son ministre de la Défense, a rejeté. Donc les Ivoiriens estiment qu'ils ont envoyé ces militaires là dans le cadre d'une mission onusienne, même si après l'ONU n'a pas su finalement clarifier la situation. Ça reste un peu peut-être le socle sur lequel se fonde aujourd'hui le Mali pour dire que les Ivoiriens n'ont pas respecté les procédures et doivent présenter des excuses donc au Mali. Alors, je crois que la première conséquence de l'acceptation de ces conditions, c'est de reconnaître qu'on est fautif et qu'on a mal fait. Ce que les Ivoiriens n'ont jamais reconnu depuis le début, estimant qu'ils agissaient dans le cadre des missions traditionnelles et qui ont coutumières donc, dans le cadre donc, de la mission de l'ONU. Donc ça va être très difficile pour un État qui dit avec quelques éléments à l'appui, donc on a vu quelques documents dès le début de cette affaire, de revenir dire non, mais on n'a rien respecté, on a débarqué de nous-mêmes. Et donc ça va en quelque sorte peut-être renforcer l'idée de tout ce que le Mali de mercenaires, oui. Mercenaires. Voilà, si vous... Donc c'est déjà assez difficile pour la Côte d'Ivoire de le reconnaître. Et après, une des conditions, c'est que pour le Mali, la Côte d'Ivoire cherche toujours à déstabiliser la transition. Et donc, ça reviendra à renforcer cette thèse-là. C'est un peu difficile. Maintenant, est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que sans elle, ce problème ne sera pas réglé? On attend à ce moment de voir la force de frappe et la ténacité du médiateur, parce que il s'agit d'une exigence qui en elle-même bloque toute discussion. Parce que si c'était le cas, la Côte d'Ivoire aurait dû le reconnaître depuis le début, au lieu de tirailler, d'exiger même à l'époque La une libération sans délai, donc de ces militaires. Donc ça va être très, très difficile. Et c'est une mission très compliquée pour le président togolais qui doit pouvoir reconvoquer un autre rang ou peut-être lui-même se déplacer et aller régler certains détails avant qu'on en arrive là. Maintenant, connaissant les autorités maliennes, la junte malienne, ça fait déjà 3 semaines pratiquement que ces militaires sont arrêtés. On a vu un peu leur position sur la France, le départ des soldats français. On a vu comment ils ont chassé les militaires allemands qui débarquaient sur leur territoire. Même et les tout Danois. ça. Donc on craint que cette posture de rigueur et de rigidité complique vraiment cette situation. Mais après, il ne faut pas perdre de vue l'intérêt des deux peuples, maliens et ivoiriens. Ça ne sert à rien. Qui sont liés. Voilà, qui sont étroitement liés, et qui ont des intérêts énormes communs et qu'il faut pouvoir préserver au-delà de tout ce qui se fait sur la scène politique, au-delà de l'animosité qu'on peut prêter à tort ou à raison au président ivoirien envers les autorités de la transition.
Et il faut aussi prendre en compte les efforts déjà consentis par le président togolais pour amener les États de la CEDEAO à lever les sanctions. Parce qu'aujourd'hui, si cette crise des 49 militaires n'est pas réglée, et ça va créer encore une autre situation au sein de la CEDEAO qui ne serait pas bon du tout. Donc pour cette première condition, on attend. Après, il y a une délégation qui était là, qui n'a pas forcément le plein pouvoir pour décider d'un certain nombre de choses. Elle doit rendre compte au président Ouattara, qui peut-être donnera une réponse. Mais à mon avis, cette première condition, c'est un peu de la mer à boire pour les autorités ivoiriennes. Alors, Gabé Adjaou, on va analyser cette première condition également avec vous. En tout cas, la délégation a été conduite, celle ivoirienne, j'allais dire, par Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, et le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La réponse était non, carrément. Oui, la réponse était non, ce qui fait que le communiqué qui devait sanctionner cette rencontre-là n'a pas été fait, parce que c'était prévu qu'il y aurait un communiqué, mais au vu des positions de chacun, on s'est ravisé à ne plus faire ce communiqué-là. Vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis le début de cette affaire, n'a pas été claire. La Côte d'Ivoire, à un certain moment, quand le Mali parlait de mercenaires, la Côte d'Ivoire n'était pas arrivée à apporter les preuves que réellement ces militaires-là étaient envoyés dans le cadre de la mission des Nations Unies. Et les Nations Unies avaient, de ce pas, désavoué même les déclarations. Les déclarations qui n'avaient même pas été officielles du côté d'Abidjan. Donc, par après. Finalement, on a remarqué que l'ONU aussi parle de dysfonctionnement, sans toutefois dire que ces militaires étaient des mercenaires. Oui, sans toutefois le dire. Et le Mali, moi, ce qui me plaît chez les autorités maliennes, c'est qu'eux, ils ont eu à sortir des documents. C'était prouvé. Et ces militaires-là... Ces documents disent quoi? Ces documents disent que ces militaires ivoiriens envoyés sur le territoire malien n'étaient pas allés dans le cadre d'une mission de l'aménagement. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire s'était ravisée en disant que non, il y avait un accord militaire précédemment entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'était pour laquelle, pour protéger leurs frontières qui étaient intimement liées. Bon, ils ne pouvaient pas permettre à ce que les terroristes envahissent la Côte d'Ivoire, donc ils voulaient protéger les frontières pour que la paix arrive à régner au Mali. Donc moi, du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Je me demande, Alassane Ouattara, qui était beaucoup contre cette transition-là du côté du Mali, pourquoi aujourd'hui il va permettre à ce que ces autorités-là s'en sortent au lieu de les mettre en difficulté pour dire que bon, ils ne méritaient pas réellement d'être à la tête. C'est la première fois qu'on voit aussi les militaires ivoiriens à Bamako. C'était pas la première fois, mais quand vous envoyez 49 militaires pour aller remplacer 13 militaires, quand même c'est... On a augmenté la dose. alors que ces messieurs-là demandent à ce que les forces exogènes qui viennent renforcer le MINUSMA soit un peu dilué. Je ne vois pas pourquoi ils vont accepter encore qu'au lieu de 13 militaires, vous envoyez 49 militaires. Maintenant, la rencontre, vous savez, le jeudi passé, on les a reçus en aparté. Chacun a eu à exprimer sa position. Et aujourd'hui, on voit clairement qui a demandé ces négociations-là. Finalement, c'est qui, selon vous? Finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé ces négociations. Parce que le Mali... Qu'est-ce qui le prouve? Tout le prouve. Tout le prouve aujourd'hui. Quand vous voyez... la position du Mali. Le Mali qui demande des excuses publiques. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a des sujets à se reprocher, mais quand même ne veut pas se faire harakiri aux yeux de tout le monde parce qu'il se voit beaucoup plus grand. Quand vous voyez les débats qu'eux-mêmes ils animent sur leur télévision, la plupart des sbires de Ouattara, ils disent que non, ils peuvent même aller jusqu'à couper l'électricité aux Maliens et tout ça. Donc ils se voient dans une certaine position de force, ignorant que ces pays-là sont interdépendants. Donc aujourd'hui, il va falloir que la Côte d'Ivoire se ravise, même s'ils ne font pas des excuses publiques pour que tout le monde voit. Ils peuvent le faire sous éteignoir par le biais de notre chef de l'État qui, ma foi, je le félicite parce que si, je me demande si à un certain moment, il n'avait pas eu cette vision-là d'être neutre dans cette affaire,
ça allait être beaucoup plus compliqué parce qu'on connaissait la position du Nigérien Goodluck Jonathan qui n'était pas véritablement apprécié du côté de Bamako et aussi en tant que médiateur. Donc ça allait être très 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 compliqué, mais c'était juste la première rencontre. Après, Tenem Birahima Ouattara et Sarah Soro vont rendre compte à leur chef et la décision va se prendre du côté d'Abidjan et je sais que au niveau de la diplomatie, notre chef de l'État est très très pointu là-dessus. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand même qui travaille dans l'ombre et je pense que ça va se régler. Les 49 militaires vont rentrer chez eux, mais quand même il va falloir que la Côte d'Ivoire se ramollisse et présente des excuses, même si ce n'est pas public, mais présente des excuses quand même aux autorités maliennes parce que jusque-là la Côte d'Ivoire n'arrive pas à apporter les preuves que ces militaires-là étaient envoyés sous la coupole de la MINUSMA. Peut-être un mot, Adam Majorno, sur cette première condition, mais on va rester plus avec vous sur la deuxième condition. Le gouvernement malien exige que lui soient rendus des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire ou simplement de passage recherchés par la justice du pays. Oui, je crois que à l'égard de cette dernière réclamation de Bamako, me réconforte un peu depuis le début de cette crise entre Bamako et Abidjan sur ma position. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile qu'un analyste, soit-il, de véritablement pouvoir donc trancher sur une analyse qui poursuit des actes assez factuels sur ces questions-là. Donc je pense que ceci m'amène à dire qu'il y a des coulisses qu'on ne nous dira jamais. Ouais. Il y a des coulisses qu'on ne nous dira jamais et qui ne nous permettra pas aujourd'hui de pouvoir véritablement donc poser des analyses assez probantes allant dans le sens du rationnel. Vous savez, lorsque moi d'abord je me suis posé dès le début de cette crise-là en disant on parle de mercenaires. Les mercenaires qui quittent Abidjan dans des vols réguliers qui viennent atterrir dans un avion à un passage officiel comme cela se doit et on parle de mercenaires, ça cause problème. Entre-temps, le Mali, Bamako avait estimé qu'il y avait peut-être eu des complicités avec la société aéroportuaire qui gérait en réalité les documents officiels permettant aux forces de l'ordre de sécurité pays externes de pouvoir rentrer à Bamako, mais il s'est ravisé qu'il y avait des documents. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire qu'il n'y a pas eu de documents, ils sont ravisés qu'il y avait des documents qui permettaient donc à ces militaires d'atterrir à Bamako. Et d'abord, on cite la MINUSMA, on cite la société privée d'aviation, on cite de pouvoir donc suppléer, je pense, les forces allemandes, etc. Donc ça fait trois propositions. Ça voudrait dire quelque part que lorsque vous posez, vous regardez assez bien, ça voudrait dire que par le passé, il y avait donc de ces forces-là ivoiriennes qui étaient là à Bamako, mais pas, ils sont là officiellement, mais il y avait certains parmi eux qui étaient déployés pour des missions officieuses, liées naturellement donc à ces sociétés aéroportières, soit dans l'autre camp. Mais aujourd'hui, vous allez constater que lorsque vous lisez bien les agissements de ces militaires-là, ils essaient de rattraper ce qui leur ont causé énormément de problèmes. Et vous allez constater que d'ailleurs même le choix du médiateur Goodluck Jonathan était un mauvais choix puisqu'on connaissait la position de Bouhari sur les coups d'État et la mauvaise gouvernance dans la sous-région. Lui, il avait une position assez tranchée sur le coup d'État dont n'était pas en adéquation donc avec Bamako. Donc de toute évidence, Goodluck Jonathan ne pouvait que aller dans le sens du renforcement des sanctions contre Bamako. Ouais. Donc c'est ce qui conduit aujourd'hui Bamako à pouvoir donc tourner vers le président Faure Gnassingbé qui à un moment donné avait voulu, compte tenu de l'économie assez fragilisée que nous avions dans la sous-région, il n'avait pas estimé qu'il était nécessaire qu'on ait un pays qui était donc à difficulté, puisque ça affectait pratiquement tous les pays, et a accepté dès le début à jouer véritablement ces médiations, et que le Bamako avait estimé qu'il avait plus confiance au président sinon à nommer que de pouvoir donc avoir confiance à Goodluck Jonathan qui était donc mandaté par la CEDEAO. Donc on voit clairement qu'avec ces exigences-là, la deuxième surtout, pour
à véritablement que Bamako veut véritablement causer des difficultés à Abidjan qui, en un moment donné, avait eu des positions assez tranchées sur elle. Mais au moment, ce que Bamako oublie, c'est que Alassane Ouattara, vous avez constaté qu'au dernier moment, c'est lui plutôt qui était beaucoup plus favorable à pouvoir donc lever ces sanctions-là. Et ce n'était pas sur le coup de baguette magique qu'il a fallu que le président Faure Gnassingbé puisse véritablement jouer dans les négociations de coulisses pour amener Alassane Ouattara à pouvoir donc revoir sa position. Donc aujourd'hui, je pense que depuis ce qu'il a, vous allez constater qu'à chaque fois que les lignes bougent avec l'intervention du président de la République, il y avait toujours Bamako qui causait des problèmes. Il vous en souvient dès le premier coup d'État où il y avait cette commission-là sur le Mali qui était mise en place. Il y a eu ce deuxième coup d'État qui avait compliqué les choses également à Lomé. Il a fallu du temps pour reprendre encore la main. Nous assistons également à la même chose. Donc je me dis, il y a des coulisses. Donc c'est trop facile de pouvoir dire que voilà, la junte malienne essaie de pouvoir véritablement donc prouver que voilà, c'était une mission irrégulière. Moi, il n'y a rien qui le prouve. Et rien ne me permettra aujourd'hui de dire que c'était une mission irrégulière. Je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais se dire en public, mais qui savent véritablement que, en passant par cette moyen, peuvent véritablement donc contenir Alassane Ouattara et véritablement l'amener à pouvoir. Puisque la plupart des opposants au niveau de Bamako sont aujourd'hui réfugiés pratiquement en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils essaient aujourd'hui de mobiliser par exemple des troupes qui causent des difficultés à Bamako. Donc pour eux aujourd'hui, ils ont trouvé la voie royale puisqu'ils savent pertinemment que nous, en tant que citoyens, on n'aura jamais la vérité sur ce qui se fait. Donc aujourd'hui, voilà, le fait accompli, ils essaient véritablement donc de tenir pieds mains liés la Côte d'Ivoire qui malheureusement va devoir peut-être sacrifier ses 49 militaires si tel est que les lignes ne bougent pas et que Bamako reste sur cette position-là. Serait très difficile. Ne risque pas d'avoir des difficultés. Des difficultés, de toutes les façons, les difficultés, il a commencé par les avoir, compte tenu du fait que, comme je l'ai dit tantôt, on ne dira jamais la vérité sur ce qui se faisait avant. Puis aujourd'hui, si réellement la jeune veut véritablement prouver, il doit véritablement remonter l'histoire et nous dire que voilà ce qui se faisait par le passé, en ce qui est lié à cette société privée d'aviation ou en ce qui est lié à l'aménagement. On ne dit rien sur ça, on part sur des documents factuels que personne ne peut prouver puisqu'ils savent que les coulisses, on ne l'aurait jamais. Sur la deuxième condition, Abidjan a évoqué la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. Un regard sur cette deuxième condition et surtout sur la réponse de Téné Birahima Ouattara et de Fidel Sarr Soro. Oui, non, je crois que c'est deux affaires qui ne sont pas du tout liées. Alors, on vous demande de libérer 49 militaires, vous vous demandez qu'on vous rende des réfugiés. Ça n'a pas de sens. Qui sont chez vous et à qui vous reprochez un certain nombre de choses. Donc, c'est deux choses qui ne sont pas liées. Sur le plan judiciaire, ils peuvent demander la coopération de la Côte d'Ivoire en demandant l'extradition de ces personnes. Ce qui se fait naturellement, régulièrement. La Côte d'Ivoire répond favorablement, elle leur envoie ces personnes. Donc ce n'est pas à l'occasion d'un dialogue qu'il faut venir poser une doléance, une condition qui n'a rien à voir avec l'objet du dialogue. Je crois que là encore, je crois que les autorités maliennes malheureusement bloquent un peu les choses. Et on sait que même dans le droit international humanitaire, quand quelqu'un est réfugié, c'est difficile de le ramener dans son pays d'origine. À partir du moment où il dit qu'il y a des risques sérieux sur sa sécurité, s'il retourne chez lui, on n'avait plus le droit de le renvoyer chez lui. Et si vous le renvoyez, quelque chose lui arrive, on aura beau dire aller répondre à la justice, c'est vrai. Mais est-ce que cette justice-là est aussi impartiale qu'on peut le dire? Est-ce qu'il y a les garanties que ces personnes-là vont bénéficier d'une justice équitable? C'est vrai qu'on le dit, ils ont détourné, mais ils sont présumés auteurs des détournements. À partir du moment où il n'y a pas de jugement, on ne peut pas dire qu'ils ont détourné. Ils sont soupçonnés. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Donc ce qu'Adam disait, c'est un peu cela. Il y a eu un coup d'État, mais il y a plusieurs dignitaires de l'ancien régime qui ont fui le pays, même le fils de Ibeka, tout ça, en Côte d'Ivoire, et qui sont allés en Côte d'Ivoire, tout comme le président burkinabé aussi, quand il a quitté son pays, il a trouvé refuge dans ce pays qui devient finalement une terre d'accueil
des réfugiés comme le Togo aussi, hein, qui est en train de vouloir fermer son dernier camp de réfugiés à Baguida. Ça devait se faire le mois dernier, je pense. Je ne sais pas si ça a été fait. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, mais renvoyez-nous les réfugiés ou renvoyez-nous les personnes que nous recherchons, que notre justice recherche, avant qu'on ne libère les 49 militaires. Non, je pense que c'est peut-être vrai que le Mali croit que la Côte d'Ivoire protège certains opposants, ou protège certains qui ont détourné l'argent du Mali et qu'on voudrait que cet argent soit restitué. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je crois que le cadre n'est pas propice à ce genre de démarche. Et il pourrait prendre la voie officielle, envoyer à la justice ivoirienne une demande d'extradition. Si la justice étudie cette demande et estime qu'on peut rendre ces personnes-là, parce que généralement il y a une collaboration entre les polices, entre les États, qui font que plusieurs voyous qui s'échappent de certains pays sont récupérés ailleurs et renvoyés dans leur pays où ils ont commis ces infractions. Et ça se faisait entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et ça va se faire, ça va continuer par se faire, sauf qu'actuellement il s'agit d'infractions qui sont entachées un peu de politique, et on ne voit plus bien la ligne entre la justice et la politique. Et donc, quand vous allez à une rencontre comme celle de Lomé, vous posez ces conditions-là, c'est normal qu'on vous donne une réponse appropriée, qui est la réponse judiciaire. Si vous voulez qu'on extrade des citoyens maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, faites une demande d'extradition. Et la justice se prononce. Il n'appartient pas à des ministres ou à un chef de cabinet qui vient à Lomé de vous accorder cela alors qu'il n'est pas de la justice. Il n'a pas d'abord reçu la demande et il n'est pas habilité parce qu'il est un homme politique, il n'est pas du corps judiciaire donc pour pouvoir répondre. Après, c'est quand même l'expression d'un malaise. C'est que, est-ce que vous pensez à un chantage? La Côte d'Ivoire devient un nid où les réfugiés ou les opposants de cette transition-là sont là et tentent peut-être, selon les autorités maliennes, de déstabiliser le Mali. Le Mali. Mais au-delà de cela, je le disais tantôt, c'est qu'il y a une grande fraternité entre les peuples maliens et ivoiriens, sur tous les plans, sur le plan commercial, sur le plan culturel également. C'est beaucoup de choses qui se font entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils ont d'ailleurs une grande frontière ensemble et plein de Maliens sont installés en Côte d'Ivoire et vice-versa. Et donc, il y a des enjeux qui dépassent de loin cette question du pouvoir. Et donc, c'est une condition qui a reçu enfin de non-recevoir. Je ne crois pas que sur ce plan, peut-être sur la première condition, ils ont également une troisième condition. Peuvent trouver un moyen de présenter des excuses peut-être, mais sur cette deuxième condition, échanger ces réfugiés-là contre les militaires, ça va être assez compliqué, surtout que c'est dans le cadre judiciaire et que le Mali connaît bien les procédures dans ce domaine. Et la troisième condition posée par Bamako, vous l'avez? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Vous avez la troisième condition, je l'ai cherchée, je n'ai pas trouvé. Bon, je crois que quand vous voyez un peu la presse malienne, ils parlent plutôt de deux conditions. Ils ne parlent même pas des ressortissants ivoiriens. Ils parlent plutôt de l'engagement de la Côte d'Ivoire à ne pas déstabiliser le Mali et à travailler pour... Ce n'est pas une condition en tant que telle. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça, Ouais. les deux conditions que du côté du Mali, que la presse malienne relaie, c'est ça. C'est cet engagement et les regrets, les excuses. Donc ils ne font pas allusion à ces ressortissants dont on parlait, qui leur tient à cœur, mais qui dans leur... Je crois que déjà du côté de la presse là-bas, ils ont remarqué que c'est pas une condition raisonnable, qu'on ne peut pas la mettre en avant dans ce genre de négociations. Et donc, ils ne se sont pas beaucoup attardés sur cette... Quand on parle, par exemple, de l'engagement de la Côte d'Ivoire, ne pas déstabiliser dans l'avenir le pays, est-ce que vous pensez, Gabé Adjao, que c'est une condition à poser à la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas une condition à poser à la Côte d'Ivoire, puisque si la Côte d'Ivoire se dit on s'engage à ne pas déstabiliser le Mali, ça veut dire que c'est comme s'ils avaient le projet de déstabiliser le Mali. Donc
aucun État responsable ne va accepter cette condition-là. Sur la deuxième condition, Ouais. vous savez, quoi qu'il en soit, les autorités maliennes d'aujourd'hui doivent arriver à dissocier la politique de ce qui est judiciaire. Ils peuvent soit demander les excuses publiques telles qu'ils l'avaient demandé comme condition. Ça, on peut comprendre. Ça, on La peut deuxième, comprendre, mais entre-temps, ils peuvent demander aussi une coopération judiciaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire afin que ces personnes-là puissent être extradées. C'est vrai que le droit international protège ces messieurs-là, mais à un certain moment, quand vous êtes présumé coupable des faits qu'on vous reproche, à un certain moment, il va falloir que vous vous présentiez devant la justice pour que vous arriviez réellement à prouver que, bon, je ne suis pas responsable de ce qu'on me reproche, ou bien que la justice établisse votre culpabilité. Mais là, c'est pas encore le cas. Et ce qui doit être fait, on se souvient entre-temps, hein, il y a eu, le Togo avait eu à extrader même des réfugiés ivoiriens vers la Côte d'Ivoire. Oui, donc ce sont des choses qui se font. Mais quand même, il faut garantir la sécurité de ces personnes-là qu'ils vont extrader. C'est très important. Si les conditions-là sont émises, je pense que, bon, il n'y a pas de problème pour que Abidjan arrive à extrader ces personnes. Mais Bamako, quoi qu'il en soit, dissocions cette affaire des 49 militaires. Le plus important, c'est d'arriver à conduire la transition jusqu'à bon port. C'est ça c'est très important et les États doivent les aider pour que les autorités civiles là qui vont s'installer arrivent à mettre les personnes là qui sont reconnues des faits et abus, des détournements et tout ça, qu'on les mette au pas, que la justice arrive à faire son travail, parce que là, quoi qu'il en soit, si ces personnes-là sont extradées vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali, la justice la justice va vraiment jouer son rôle. On parle de manipulation, on parle d'instrumentalisation de la justice. La justice jusque-là n'est pas encore indépendante parce que c'est sous la junte malienne. Et quoi qu'il en soit, ces autorités-là ne seront jamais reconnues comme plénipotentiaires ou bien démocrates, comme eux-mêmes ils veulent le faire comprendre, parce que c'est des militaires, ils sont venus par coup d'État, et certains dans un code de leur tête, peu importe les actions plausibles qu'ils auront à poser, certains diront toujours que ces messieurs-là ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font, et tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour pouvoir déblayer le terrain, pour que Boubou Cissé, ceux-là qui sont habilités à les remplacer. Oui, voilà. Donc, Adam, vous avez 30 secondes sur la chute peut-être de Gabin et de Germain. Je pense que lorsque nous remontons un peu le temps, nous allons constater qu'aujourd'hui, beaucoup sont dubitatifs sur cette propension de la junte malienne, pour la simple et bonne raison que lorsque vous regardez un peu les difficultés qu'il a eu avec un certain nombre de pays liés donc à l'hostilité qu'ils affichaient face donc à ces coups d'État-là, il va de soi qu'aujourd'hui on puisse véritablement être dubitatif assez nuancé sur les conditions, parce que les conditions que Bamako est en train de poser en disent long sur cette association-là. Et donc moi je pense qu'à l'avenir, il faudrait quand même que Bamako puisse peut-être, soit s'il ne veut pas revenir donc à de meilleurs sentiments, changer de stratégie et d'approche. Parce que désormais, il y aura des pays, il y a le Niger qui est là, qui entretient de très mauvaises relations avec Bamako. Or, ils partagent des frontières également ensemble. Chacun serait quand même tranché dans sa position et cela n'arrangerait pas surtout la cohésion et surtout la cohésion nationale, ce que voudrait bien évidemment la CEDEAO. Et c'est la sous-région qui est en pâtit. Et sans doute loin de la CEDEAO, parce que récemment, on a vu la réaction de l'Algérie qui a invité les autorités maliennes à vite organiser la transition et laisser le pouvoir à un civil démocratiquement élu. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec vous, chers invités.